Bien, bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui, nombreux. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui, suffisamment bien au fond, c'est bon? D'accord, super. Alors je vais juste commencer en remerciant tout d'abord l'abbé Roger de me permettre de donner cette conférence et l'abbé Écart de m'honorer de sa présence. Je crois qu'il est là. Il est là. Je ne le vois pas, bref, tant pis. Il doit être là, je crois. Alors, juste avant de commencer à vous présenter la vie de Saint Louis, j'aimerais très brièvement présenter ce que je fais sur YouTube depuis 4 ans maintenant. J'anime une chaîne d'histoire qui s'appelle Gallia, notre histoire de France, qui chaque semaine présente une chronique sur un fait historique qui va de la vie de Clovis jusqu'à Louis XVI. Donc c'est une volonté de ma part de me concentrer sur la période monarchique de notre histoire de France. Et depuis 2018, j'ai lancé une maison d'édition qui s'appelle les éditions Vox Gallia, qui réédite principalement des livres d'histoire sur cette même période. J'en ai amené quelques exemplaires ici, si ça vous dit, à la fin de la conférence. Faites-vous plaisir. Alors on va commencer à parler de Louis IX, puisqu'il s'agit de Louis IX, qui deviendra bien évidemment Saint Louis plus tard. Je vais vous emmener au début du XIIIe siècle, en 1214. Cette année est importante à plusieurs titres. Le premier, c'est la naissance de Louis IX, le 25 avril 1214. Et la deuxième chose, c'est la bataille de Bouvines, le 27 juillet 1214. Quelques mois après la naissance de Louis IX. Alors cette bataille est très importante, elle va conditionner un petit peu la façon qu'aura Louis IX de mener son gouvernement, et ça va lui donner la possibilité de faire un certain nombre de choses qu'on verra par la suite, grâce notamment à cette bataille de Bouvines. Alors en 1214, nous sommes sous le règne de Philippe Auguste. Philippe Auguste est un grand roi de France qui a fait beaucoup de choses, on pourra en faire plusieurs conférences sur Philippe Auguste. Et donc cette bataille, qui a commencé donc le 27 juillet, opposait les deux grandes puissances qu'étaient le royaume d'Angleterre de Jean sans Terre et le Saint-Empire romain germanique d'Othon IV, ainsi que quelques petits comtés au nord du royaume de France qui étaient au milieu de toutes ces puissances-là, un petit peu isolées, encerclées. Le comté de Flandre, de Brabant, etc., un certain nombre de comtés. Et tous ces belligérants ont eu cette volonté d'encercler ce royaume de France, qui était tout petit, qui était l'île de France, un petit peu plus au sud, et d'en venir à bout de Philippe Auguste. Alors ce dimanche 27 juillet, je précise qu'il s'agit d'un dimanche, et c'est une information importante, dans le sens où le dimanche, on ne se battait pas à l'époque, c'était interdit de se battre le dimanche, c'était le jour du Seigneur. Sauf que Othon IV, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui avait été excommunié, se garde bien de cette subtilité. Et donc Philippe Auguste a dû se défendre contre ces deux grandes puissances qu'étaient le royaume d'Angleterre et le Saint-Empire romain germanique. Et pour la première fois, Philippe Auguste a dû faire appel à ses milices urbaines, c'est-à-dire les gens du peuple, qui ont dû venir en aide à Philippe Auguste parce qu'il était en infériorité numérique. Toujours est-il que la Providence a permis que Philippe Auguste gagne cette bataille très importante. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? C'est qu'avant cette bataille, toute la partie ouest du royaume de France était sous influence anglaise. Ça appartenait à Jean sans Terre, c'était un fief de Jean sans Terre. Et donc finalement, le royaume de France était tout petit. Mais à la suite de cette bataille, Philippe Auguste a récupéré une grande partie de l'ouest du royaume, enfin de la France d'aujourd'hui, qui allait de la Normandie jusqu'à l'Aquitaine, même si l'Aquitaine est restée sous le fief anglais. Et ça lui a permis d'augmenter considérablement son pouvoir politique, militaire et financier. Le royaume de France s'était terriblement agrandi. Et donc c'est pour ça que je tenais à le préciser, parce que ça aura des conséquences très importantes sur la suite des règnes, que ce soit Louis VIII,
le père de Saint-Louis, et Louis IX. Pour bien comprendre qui était Louis IX, quelle était sa personnalité, j'ai envie d'insister sur qui il avait dans son entourage, parce que c'est ce qui va déterminer sa façon d'être, sa façon de gouverner. Et je vais commencer par son grand-père, Philippe Auguste, qui, quand il a gagné cette bataille de Bouvines, a été considéré par son peuple comme un héros national. C'est-à-dire qu'en infériorité numérique, il a réussi à gagner contre ces deux grandes puissances qui étaient vraiment perdues sur le papier. Il a réussi à gagner malgré tout. À tel point d'ailleurs, quand il est rentré à Paris, les festivités ont duré une semaine, tellement c'était incroyable qu'il puisse gagner contre tous ses opposants. Et Louis IX a connu son grand-père, ce qui est rare. Ils ont eu des parties de chasse ensemble, donc il a pu jauger un petit peu le sentiment national, le sentiment de son peuple par rapport à ce fait qu'il était considéré comme un héros. D'ailleurs, certains disent que le sentiment d'appartenance nationale est né à Bouvines, puisque pour la première fois, les milices nationales se sont battues avec le roi. Donc ça, c'est Philippe Auguste, cette notion de héros de son peuple qui va le marquer. Et ensuite, son père, Louis VIII, qui va régner très peu de temps, puisqu'il va régner de 1223 à 1226, donc 3 ans seulement. Et donc il a toujours eu cette image de son père extrêmement conquérant, très chevaleresque. Il a failli devenir roi d'Angleterre, il n'a pas été couronné, mais pas loin. Et donc il a eu cette image de roi chevalier. Donc grand-père, roi près de son peuple, aimé par son peuple, son père, le roi chevalier. Et je garde le meilleur pour la fin, puisqu'il s'agit de sa mère, Blanche de Castille, qui était une mère exceptionnelle, un peu différente des autres, dans le sens, déjà comme elle venait d'Espagne, de Castille, de Palencia pour être plus précis, et c'était une femme qui est arrivée au royaume de France en 1200, donc ça faisait déjà longtemps qu'elle était dans les coulisses, à s'imprégner du pouvoir, à s'imprégner de la façon de vivre française, puisque à la cour de Castille, c'était pas du tout la même chose qu'à la cour de France. C'était beaucoup plus festif, il y avait des intellectuels, il y avait des jongleurs, et la cour de France était beaucoup plus austère. Donc elle a appris à se familiariser avec cette façon d'être, cette façon de vivre, et c'était une femme extrêmement pieuse, et elle a participé grandement, pas essentiellement, mais grandement à l'éducation de son fils, Louis IX, et elle lui a appris une chose essentielle qui va le suivre toute sa vie, c'est la détestation du péché mortel. Et dès sa plus tendre enfance, quand elle l'éduquait sur ce désir d'aimer Dieu, de se comporter comme les évangiles le voulaient, dès sa plus tendre enfance, elle l'a éduqué dans ce sens-là, et ça va conditionner sa façon de gouverner, sa façon d'être. Alors on connaît tous cette phrase célèbre de Blanche de Castille quand elle parle du péché mortel, mais je vais donner la version plus complète, parce qu'on a souvent donné une version un peu plus courte. Donc elle disait à son fils « Si le roi, mon fils, que j'aime plus que toute créature mortelle, était malade et en danger de mort, et qu'on me dise qu'il serait guéri en péchant une seule fois avec une autre femme que la sienne, je préférerais qu'il mourût plutôt que d'offenser le Créateur en péchant mortellement une seule fois. » Et donc, dans cette phrase-là, on a tout Blanche de Castille, en fait. C'est-à-dire donc, la détestation du péché mortel, l'autorité, certains historiens la présentent comme une femme au cœur viril, et je trouve que tout est dit là-dedans. C'était une femme avec un tempérament incroyable, et donc cette phrase dit tout de qui était Blanche de Castille, et on comprend mieux par la suite qui a été Louis IX. Et en 1218, donc nous sommes 4 ans après sa naissance, son frère Philippe, le frère de Louis IX, meurt. Donc c'était celui qui était censé prendre la succession de son père, Louis VIII, sauf que, étant mort, c'est le petit Louis, né à Poissy,
Et donc, il aimait beaucoup se faire appeler Louis de Poissy. D'ailleurs, pendant très longtemps, il signait Louis de Poissy, puisque c'était la ville de son baptême. Et pour lui, c'était le véritable jour de sa naissance. Il le disait comme ça. Donc son frère meurt, donc c'est lui, à 4 ans, qui se prépare à régner. Il se fait jeune pour se préparer à régner, mais il est très bien entouré. Il est entouré de sa famille, comme je viens de l'évoquer, mais aussi il est entouré de frères dominicains, franciscains, qui étaient très proches de la famille royale. Et donc toute cette éducation va le préparer à la fonction royale. En 1226, son père Louis VIII était en croisade contre les Albigeois dans le sud du royaume, dans le Midi. Et à son retour à Montpensier, il va mourir de dysenterie. Et donc avant de mourir, il réunit son conseil et comme son fils est très jeune, beaucoup trop jeune pour régner, il va demander à ses plus fidèles collaborateurs de prêter allégeance à ce jeune Louis, très jeune. Chose qui va être faite, bien évidemment. Alors, il va mourir le 8 novembre 1226, et c'est très très dangereux d'avoir une vacance du pouvoir comme ça, quand on a un enfant qui est si jeune, qui n'est pas prêt à régner. Il y a des dangers des barons, des féodaux, qui peuvent avoir des projets hostiles contre la couronne, et on verra que ce sera le cas. Donc Blanche de Castille, qui a déjà régné pendant 3 ans avec son mari, Louis VIII, elle n'a certes pas régné longtemps, mais elle était reine de France, a un sens politique incroyable. Donc elle sait déjà que son mari mort, il faut très vite organiser le sacre de son jeune fils Louis IX. Et donc là, en 3 semaines, ce qui est pour le XIIIe siècle une performance incroyable, elle a prévenu tous les grands de ce monde du futur sacre de son enfant. Et on se dit en 3 semaines, c'est un petit peu compliqué, les moyens de communication n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui, vous imaginez bien. Et donc à la fin novembre 1226, ce sera donc le sacre de Louis IX. Et là, Blanche de Castille, alors Louis IX, j'imagine qu'à son âge, ne se rend pas tout à fait compte, mais sa mère observe les personnes présentes pendant ce sacre, et elle voit qu'il manque beaucoup de grands de ce royaume, de grands féodaux. Mais là, elle s'inquiète. Elle s'inquiète. Certains historiens, à juste titre d'ailleurs, se disent que 3 semaines d'organisation, ils ne sont peut-être pas venus parce que les messages n'ont pas eu le temps d'arriver, et bon, effectivement, c'est tout à fait plausible. Sauf que la suite nous montrera que c'était peut-être pas que ça, et qu'il y avait déjà des dissensions à l'intérieur même du royaume. Et elle le sent, elle l'observe, et elle va s'y préparer. Le fils est très très jeune, 1214-1226, il a 12 ans seulement. Donc du coup, ça va être sa mère qui va être, alors on n'appelle pas encore ça régent, le terme de régent ça apparaît beaucoup plus tard, on appellera ça simplement baïstre, qui est la personne qui est en charge de l'enfant. Donc ce sera elle qui va régner, Blanche de Castille, avec son fils. Mais dans les premières années de sa vie, ce sera essentiellement Blanche de Castille qui va prendre le pouvoir, enfin qui va gouverner avec son fils. C'est pour ça que je parlais de cœur viril, c'est que c'est une femme qui va mater tous ces féodaux extrêmement hostiles. Et donc Louis IX va apprendre énormément de sa mère à ce moment-là. Et les hostilités vont commencer très très tôt, c'est-à-dire qu'il est sacré en novembre 1226, et dès janvier 1227, ils n'ont pas tardé, ces féodaux, vont se rebeller contre la couronne. Alors qu'est-ce qu'ils reprochaient à la couronne finalement? Ils reprochaient 2 choses, que ce soit un enfant qui gouverne et que ce soit une femme qui gouverne, de surcroît espagnole, pas française. Donc ça leur convenait absolument pas. Ce qu'ils souhaitaient, ce n'était pas gouverner à la place de Louis IX, bien évidemment, mais c'était régner à la place de Blanche de Castille et être baïstre à la place de Blanche de Castille, et j'imagine, peut-être que je m'avance, mais s'octroyer des privilèges, des droits, etc. Sauf que ça ne va pas du tout se passer comme ça, et on peut remercier Blanche de Castille, vous comprendrez pourquoi. Donc là, on va rentrer dans la première phase de lutte de Blanche de Castille et de son fils Louis IX contre ces barons hostiles
qui va durer près de 10 ans, voire même 15 ans, ça c'est en 2 phases. Et c'est là où Louis IX va apprendre à gouverner. Qui sont les belligérants? Il y a le comte de Bretagne qui est le plus hostile, Pierre Mauclerc, qui est de la famille des Dreux, puis c'est Pierre de Dreux, son vrai nom, qui est un descendant de Louis VI le Gros. Donc c'est quelqu'un qui est très puissant et qui oscille entre un soutien anglais et français. Son cœur balance selon les circonstances. On a le comte de Champagne aussi, Thibaut IV de Champagne. On a Hugues de Lézignan, le comte de la Marche. On a l'oncle de Louis IX, Philippe Urpel, l'oncle bâtard. C'est un fils de son père qui n'a pas été reconnu, puis après qui a été reconnu par le pape, qui se liguent tous contre la couronne. Alors ça va commencer dès un mois après le sacre de Louis IX, en décembre 1226, où le duc de Bretagne, le comte de Bretagne, va commencer à se rapprocher un petit peu trop du roi d'Angleterre. Et Louis IX, Blanche de Castille, parce qu'il y a toujours Blanche de Castille derrière, va sentir qu'il y a quelque chose qu'il faut régler très rapidement. Et donc elle va se diriger avec l'armée royale, qu'on n'appelle pas encore l'armée, encore une fois, mais l'hoste royal. Le terme d'armée arrivera beaucoup plus tard. Donc l'hoste royal, c'est l'armée royale à l'ouest du royaume. Et elle va demander au comte de Bretagne de se soumettre à la couronne. Sauf que le comte de Bretagne, Pierre Mauclerc, ne l'entend pas de cette oreille. Lui, il attend l'intervention du roi d'Angleterre pour venir l'aider. Blanche de Castille lui demande une fois. Blanche de Castille lui demande 2 fois de se soumettre à la couronne. Pierre Mauclerc ne se soumet toujours pas. Attend patiemment que le roi d'Angleterre daigne venir l'aider. Et quand il s'aperçoit qu'il n'y a rien qui vient d'Angleterre, alors Blanche de Castille, fine politique, comme je le disais, à la 2e sommation, elle se retire un tout petit peu pour montrer sa bonne volonté, montrer qu'elle n'est pas là, hostilement. Et la 3e fois, voyant rien venir d'Angleterre, il se soumet péniblement à la couronne, mais c'est une soumission apparente, ce n'est pas fini. Et donc Louis IX, donc il n'y a pas eu de bataille, ça s'est fait rien qu'à l'autorité de Blanche de Castille. Et quand il rentre sur Paris, il passe par Orléans, et du coup, les barons, toujours pas matés, Louis IX et ses troupes apprennent que les barons sont entre Paris et Orléans et veulent intercepter le roi et sa cour. Et donc là, Louis IX, un peu paniqué, va se réfugier dans le château de Montlhéry, qui est à 1 heure de Paris, au sud de Paris, qui est un vieux château de la famille capétienne, et là va attendre patiemment que Blanche de Castille agisse, parce que là, s'il avance encore un petit peu plus, il y a les grands barons qui sont là pour faire obstacle et capturer le roi. Et là, ce que va faire Blanche de Castille, c'est qu'elle va mobiliser les communes de Paris. C'est pour ça que c'est important la bataille de Bouvines, c'est que Blanche de Castille sait très bien que le peuple, les communes de Paris, ont ce souvenir de Bouvines et veulent à tout prix protéger le roi. Et ce qui va se passer, c'est juste incroyable, c'est qu'une foule immense de gens du peuple, femmes, enfants, hommes, vieillards, peut-être pas vieillards, vont partir de Paris jusqu'à Montlhéry à pied, avec des armes, ce qu'ils ont trouvé par là, des faux, des fourches, et vont aller récupérer le roi dans le château de Montlhéry, qui attendait, et vont le ramener à pied à Paris. Et c'est le premier contact qu'aura Louis IX avec son peuple, ce témoignage d'amour incroyable de Louis IX, du peuple envers Louis IX. Et ça va le marquer, puisque plusieurs années après cet épisode, il va en reparler à Jean de Joinville, qui est un ami très proche du roi, qui va écrire sa première biographie 30 ans après sa mort.
Et Louis IX disait ceci à Joinville: « Depuis Montlhéry, le chemin était tout plein de gens en armes ou sans armes jusqu'à Paris, et tous criaient à notre Seigneur qu'il me donne bonne vie et longue, et me défendit et me garda de mes ennemis. » Et donc cette première image qu'il a de son peuple va aussi, encore une fois, conditionner son comportement à leur égard plus tard. En 1228, parce que c'est pas fini, les barons n'ont pas décidé que c'était terminé. En 1228, un an après, les premières années de son règne vont être passées à mater cette rébellion. Il n'a pas fait autre chose que mater ces rebelles-là. En 1228, voyant que c'était très compliqué d'en venir par les armes, ils ont décidé de mener une campagne de calomnie. Finalement, c'est vieux comme le monde. Et donc de proférer à l'encontre de Blanche de Castille un certain nombre d'insanités, comme quoi elle aurait eu des relations avec le légat du pape, avec des comtes, etc. Sauf que ça ne prend pas. Personne n'est dupe, personne n'y croit, et cette campagne de calomnie qui va durer toute l'année de 1228, finalement, va tomber à l'eau. Et en 1230, le comte de Bretagne, lui, il n'est pas fini. Il a toujours cette hostilité contre le roi de France. En 1229, il va prêter allégeance au roi d'Angleterre. Et ça, c'est quelque chose qui était inadmissible pour le roi de France, qui commençait à gagner en âge, en assurance. Et en 1230, le roi de France va mener son l'ost royal vers l'ouest, encore une fois, et va soumettre difficilement, ça a duré une année, le comte de Bretagne, en montrant un petit peu les muscles, en lui faisant comprendre qu'il fallait désormais qu'il se soumette à la couronne. Parce que si vous voulez, à l'époque féodale, les comtes devaient 40 jours de combat avec le roi de France. Au-delà des 40 jours, ils pouvaient rentrer dans leur comté, dans leur duché. Ils devaient 40 jours au roi pour se battre avec lui. Et donc là, il avait mobilisé l'hoste royal, Louis IX, et le comte de Bretagne, comme il avait prêté allégeance au roi d'Angleterre, il n'a pas répondu à l'hoste royal. C'est comme ça qu'il a su que, allégeance à l'ennemi. Et en 1234, à Saint-Aubin-du-Cormier, pas très loin d'ici, il va désormais se soumettre, Pierre Mauclerc, au roi de France Louis IX, et c'en était terminé pour Pierre Mauclerc et les autres, puisque Thibaut de Champagne, très rapidement, lui, dès le début, il va se soumettre à la couronne. Il a été rapidement impressionné par l'armée royale, et puis il n'a pas insisté. Il y a Pierre Mauclerc qui, lui, a insisté assez longtemps, et en 1234, il se soumet. Et c'est ça qui est incroyable à l'époque, c'est-à-dire qu'il peut passer 8 ans à poser des problèmes au roi de France. Quand il se soumet vraiment. C'est-à-dire qu'il va partir en croisade avec lui, il va se battre pour le roi de France. C'est des considérations qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Il n'y a pas de rancune, il n'y a pas d'amertume. Tu as voulu essayer, tu t'es battu, on s'est opposé, on s'est compris, maintenant tu te soumets. Et ça, c'est une façon de penser très médiévale. Ensuite, en 1234, va avoir lieu le premier événement heureux de Louis IX. Ça va être son mariage. En 1234, le 27 mai 1234, il a 20 ans tout juste. Et là, sa mère, qui est vraiment une mère, une mère possessive, une mère espagnole, latine, et donc elle se dit qu'il faut une femme à son fils. Et donc elle va missionner un certain nombre de personnes du conseil pour aller à la rencontre de cette femme qu'on dit très belle et très lettrée, qui est la fille du comte de Provence, Raymond Béranger. Ce comte a 4 filles. Donc déjà, elles deviendront toutes les 4 reines. C'est quand même un destin exceptionnel. Et donc on dit que Marguerite de Provence est une jeune femme, elle a 12 ans, et donc ils vont s'en aller, cette escorte, ils vont aller jusqu'en Provence pour aller voir ce qu'on dit de cette femme, si elle laisse ce qu'on dit. Et donc en 1234, à la cathédrale de Sens, par l'évêque Cornu,
Gauthier Cornu. Ils vont se marier en la cathédrale de Sens en 1234, et ça va être le premier événement émancipateur de Louis IX, puisque sa mère était très 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 présente, pour certains beaucoup trop, chacun jugera. Et donc en 1234, comme maintenant il y a une nouvelle femme à la cour, la femme du roi, les relations entre les deux femmes vont être exécrables. C'est un euphémisme. Elles ne vont pas beaucoup s'aimer jusqu'à la fin. Sûrement que Blanche de Castille est un peu jalouse de cette femme qui lui a pris son fils, peut-être, je ne sais pas. Et donc le lendemain, le 28 mai, c'est la reine Marguerite qui va être couronnée. Et donc un nouvel élan va lancer Louis IX. Ça y est, il devient peut-être véritablement roi à ce moment-là. Avant, il était, on va dire, en apprentissage avec sa mère, mais sa mère sera toujours là jusqu'à sa mort. À la fin de la décennie 1230, en 1237, va débuter un événement très important qui va marquer le règne, et puis encore aujourd'hui. C'est son cousin, Baudouin II de Courtenay, qui est l'empereur latin de Constantinople, qui a de graves problèmes avec les Grecs qui enserrent Constantinople. Et l'État de Constantinople, latin de Constantinople, se réduit comme peau de chagrin et il doit financer son armée. Et il a de moins en moins d'argent, il a vraiment des gros soucis financiers pour pouvoir entretenir cette armée. Et donc ce qu'il imagine, c'est d'aller rencontrer son cousin Louis IX en France. Donc il entreprend ce voyage, traverse l'Europe. Et il avertit Louis IX de son projet de mettre les reliques de la Passion en gage contre un prêt d'argent pour pouvoir financer son armée. Je vous laisse imaginer la réaction de Louis IX à l'idée que les saintes reliques soient mises en gage contre un prêt d'argent. Donc ce que Louis IX, décide de faire, c'est d'envoyer 2 dominicains avec l'empereur, il rentre chez lui, avec une lettre qui prévient les banquiers vénitiens, puisque c'est le gage, c'était avec des banquiers vénitiens, que Louis IX souhaitait acquérir ces saintes reliques. Le problème, c'est que quand ils arrivent à Constantinople, vous imaginez le temps de voyage, c'est pas comme aujourd'hui, les barons de Constantinople, vraiment acculés, n'ayant plus d'argent, ont déjà mis en gage les saintes reliques. Et donc le temps presse puisqu'il y a une date limite fixée par ces banquiers vénitiens, le 18 juin 1237, au-delà duquel, si l'argent n'est pas rendu, les reliques appartiendront à ces banquiers. La Providence a bien fait les choses, puis ils arrivent à temps, et finalement les banquiers acceptent que ces reliques de la Passion du Christ soient remis à Saint-Louis, à Louis IX. Donc ces 2 dominicains de Venise, viennent en France prévenir Louis IX que finalement c'est bon, ils ont pu entrer en possession de ces saintes reliques, retournent avec l'argent nécessaire, et à partir de là, le 10 août 1239, les saintes reliques vont arriver en France, de l'Italie vers Paris. Et le 10 août 1239, elles arrivent à Villeneuve-l'Archevêque, en Bourgogne. Et Louis IX, trépignant de patience, avec ses frères, sa mère, décide d'aller à la rencontre des saintes reliques, n'a pas la patience d'attendre qu'elles arrivent à Paris, et se rend à Villeneuve-l'Archevêque. Et à partir de là, de Villeneuve-l'Archevêque vers Sens, ils font une procession à pied, pieds nus, avec les saintes reliques, jusqu'à Sens, en tenue simple, dépouillée, et ils vont arriver ensuite vers Paris. Et donc là, les reliques sont exposées à Paris un temps, mais pour Louis IX, ces saintes reliques ne peuvent pas demeurer dans une simple chapelle. Il veut construire une chapelle qui soit digne des saintes reliques. Donc en 1241, juste avant que la Sainte-Chapelle commence à émerger, il va entrer en possession d'autres reliques,
un bout de la Sainte-Croix, de la Sainte-Lance, de la Sainte-Éponge, etc. C'est pour ça que Bouvines est très important, que je tenais à préciser, c'est que les moyens financiers le lui permettaient de faire ça, puisque ça lui a coûté la moitié du budget de l'année du Royaume de France. Et à partir des années 1240, on ne connaît pas précisément le début de la construction de la Sainte-Chapelle. On sait juste une chose, c'est sa consécration le 26 avril 1248. On suppose que la construction a été réalisée dans un temps record, en 6-7 ans. Et donc la Sainte-Chapelle, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'y aller, c'est un grand reliquaire finalement qui accueille les saintes reliques. Ensuite, il va y avoir la deuxième phase d'hostilité des barons contre Louis IX. L'essentiel des barons ont été matés, je l'ai dit, mais il en restait un qui finalement n'avait pas terminé avec la couronne, c'est Hugues X de Lusignan, comte de la Marche, comté de la Marche auprès du Poitou, pas très loin de chez nous. Et en 1241, Alphonse de Poitiers, qui est le frère du roi de France, Louis IX, à sa majorité, dès lors qu'il a été adoubé et chevalier, il va entrer en possession de son domaine, qui est le comté de Poitiers et d'Auvergne. C'est son père, Louis VIII, quand il est mort à Montpensier, qui a attribué des fiefs à ses fils. Et donc ce fief-là revenait à Alphonse de Poitiers. Alors pour comprendre le début de la querelle, le comté de la Marche est au milieu du grand comté de Poitiers et d'Auvergne. Donc avant que Alphonse de Poitiers, le futur Alphonse de Poitiers, entre en possession de ces terres, Hugues X de Lusignan devait rendre hommage au roi de France. Mais dès lors qu'Alphonse de Poitiers entre en possession de ces terres, Hugues X devait rendre hommage non plus au roi, mais à un inférieur, à savoir Alphonse de Poitiers. Et ça, pour la femme d'Alphonse de Poitiers, qui était Isabelle d'Angoulême, qui était Isabelle d'Angoulême? C'est l'ancienne reine d'Angleterre. C'était pas rien. Elle n'a pas du tout supporté que son mari rende hommage à quelqu'un d'inférieur au roi de France. C'était inadmissible. Et donc, le jour de l'assemblée où Alphonse de Poitiers entrait en possession, il y avait une grande assemblée, il y avait tous les barons, tous les seigneurs du Poitou, d'Auvergne. Scandale. Il a créé le scandale. Et donc, pour Louis IX, ce n'était pas acceptable, parce que légalement, Alphonse de Poitiers était dans son droit. Mais sauf que ça n'a pas suffi que Louis IX lui explique qu'il n'était pas dans son droit. Un bourgeois de La Rochelle, parce que Blanche de Castille, elle était là, comme je vous le disais, depuis 1200, donc elle avait tout son réseau d'indiques, elle était très très bien renseignée, et un bourgeois de La Rochelle a averti la couronne qu'il se tramait un complot contre la couronne à l'instigation de Hugues X de Lusignan et tous les seigneurs poitevins qui se sont associés à leur compte. Alors ce qui va se passer, c'est que Louis IX va convoquer l'hoste royal à Chinon, à la Pâque 1242, et va intimer l'ordre à Hugues X de Lusignan de se soumettre lui aussi, puisqu'il n'était pas dans son droit. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Louis IX avait une détestation de la guerre, de l'affrontement et des combats, pour une raison toute simple, c'est que pour lui, ce sont toujours les pauvres qui en pâtissent. Donc il fallait éviter au maximum les combats, trouver toutes les raisons, toutes les possibilités pour éviter le combat. Parce qu'évidemment, quand il y avait un combat, c'était un champ qui était ravagé, c'était des chevaux qui étaient réquisitionnés, c'était des armes, enfin, c'est toujours le pauvre qui en pâtissait. Et donc il disait à ce titre, « La paix est un très grand bien. Si vous pouvez de quelque façon les tenir en paix, et il y a grand péché mortel dans la guerre, car votre terre de Poitou est, par la grâce de Dieu, dans un meilleur état maintenant qu'elle n'a jamais été du temps des rois anglais. Sachez-le, en vérité, quoi qu'en disent vos poitevins, qui veulent toujours la guerre, la mort viendra sur eux et leur glaive sera brisé, et leur épée entrera dans leur cœur, car s'ils font la guerre par un effet de la juste providence de Dieu, ils perdront par leur ingratitude ce que, pour le bien de la paix, vous leur avez gratuitement laissé du domaine du comte de Poitiers. Cela revient à dire que celui qui entame la guerre sans nécessité absolue est un grand coupable. » Donc là, on a toute la politique de Saint-Lô qui est résumée dans cette citation. Contrairement à beaucoup de rois de France, Louis IX
ne va pas en guerre pour conquérir de nouveaux territoires. Lui, il évite au maximum la guerre. Sauf que ça ne va pas être possible, puisque Hugues de Lusignan et tous ces seigneurs poitevins ont une autre conception de la guerre. Donc le 21 juillet 1242, le 21 et le 22 juillet 1242, aura lieu la bataille de Taillebourg, qui sera la seule bataille interne pendant tout le règne de Louis IX. Et c'est une bataille, vous l'aurez compris, défensive plutôt qu'offensive. Ce qui va se passer, c'est que désormais, Hugues X a réussi à avoir l'aide du roi d'Angleterre, parce que le roi d'Angleterre n'a jamais digéré les pertes de Bouvines. Son projet, c'est de récupérer ce qu'il a perdu, ce que son grand-père a perdu à Bouvines. Donc dès qu'il a l'occasion de s'associer à un contre-rebelle, ça loupe pas. Et donc le roi d'Angleterre va venir en aide à ce comte-là. Le comte de Toulouse va aussi venir en aide au comte du Poitou. Peut-être même Frédéric II, mais au final, il a laissé désister. Donc vraiment, il y a une hostilité qui encore demeure. Et le 21 juillet, face à la supériorité numérique du roi de France et de son armée, ça va très vite se passer, puisque le 21, ils rentrent dans Taillebourg, le 22, ils sont à Saintes, et les habitants de Saintes lui rendent les clés de la ville. Ça a duré 2 jours. Et le comte Hugues X de Lusignan, ainsi que le roi d'Angleterre, vont fuir tant bien que mal vers Bordeaux, puisque l'Aquitaine appartenait encore au roi d'Angleterre, pour fuir au maximum, le plus vite possible, vers l'Angleterre. Sauf qu'ils vont être arrêtés. Et là, ils vont se soumettre au roi de France d'une façon extrêmement étonnante. Ils vont être donc toute la famille Lusignan, Lusignan, sa femme, qui était vraiment celle qui... C'est elle qui a tout fait pour que son mari déclare la guerre au roi de France. Il s'est soumis à sa femme. Et du coup, ils se sont mis un genou en terre et ils ont demandé pardon à Louis IX. C'est ça qui m'a étonné, c'est incroyable cette époque. Ils demandent pardon. Et bien évidemment, Louis IX accepte ce pardon. Les chevaliers de Louis IX demandent à ce qu'on exécute le fils d'Hugues X de Lusignan pour cette trahison, parce que visiblement ce fils était très, très véhément. Mais Louis IX dira non, non, il n'a obéi qu'à son père, il était dans son droit. Et donc il va lui pardonner. En fait, Louis IX, c'est du pardon qui a duré 44 ans, en fait. Et à partir de là, 1242, ça fait 15 ans que ces barons Louis IX plutôt, lutte contre ces barons. Et ça y est, en 1242, c'en est fini avec ces barons. Ils sont tous matés. La décennie 1240, elle va être très très riche. On a parlé de la Sainte-Chapelle, on a parlé de la soumission d'Hugues X de Lusignan, et il y a aussi une autre casquette que va endosser Louis IX, c'est celle de pacificateur. Quand on a des problèmes, que ce soit interne au royaume ou à l'extérieur du royaume, on fait appel à Louis IX, parce qu'on a confiance dans sa justice. Et donc il y a 2 autorités qui vont s'affronter pendant 10 ans. Ça va être très très virulent, c'est la papauté avec le Saint-Empire romain germanique. Dès 1239, Frédéric II, qui est l'empereur du Saint-Empire romain germanique, et Grégoire IX, le pape, vont s'affronter de façon extrêmement virulente. Qu'est-ce que le pape reproche à Frédéric II finalement? Les États du Vatican sont au milieu, entre la Lombardie et la Sicile, qui appartiennent au Saint-Empire romain germanique. Et donc Frédéric II n'a de cesse de vouloir grignoter petit à petit les États du Vatican. Et c'est intolérable pour l'indépendance du Vatican. Et surtout, d'après le pape, ce sont les mœurs de Frédéric II qui, pour faire résumer, c'est l'opposé de Louis IX. À la cour de Frédéric II, on a des musulmans, puisque comme il est roi de Sicile, la Sicile commerce énormément avec l'Afrique. Donc il a des relations très proches avec les sultans d'Égypte, etc.
Et donc, comme certains ont dit, il a des mœurs plus d'un sultan musulman qu'un prince chrétien. Je trouve que c'est assez bien résumé. Et donc, pour le pape, c'était intolérable. Donc, il y avait deux choses qui ont motivé Grégoire IX à l'excommunier en 1239. Et à partir de l'excommunication, qui a été prononcée dans tous les royaumes chrétiens, va débuter une lutte acharnée entre ces deux-là. Et c'est Louis IX qui va s'interposer pour essayer de calmer les tensions. Et ce ne sera pas la seule fois. En 1241, le pape organise un concile à Rome. Et évidemment, il convie tous les cardinaux à se rendre à Rome, sauf que pour se rendre à Rome, les prélats chrétiens français, en toute logique, pour aller en Italie, passent par la terre, sauf que la terre, c'est impossible. Frédéric II, qui est le maître des lieux, interdit que des prélats catholiques, que des prélats français passent par là. Donc ils vont devoir passer par la mer. Mais Frédéric II a décidé d'intercepter les nefs des prélats français qui se rendaient à Rome et de les emprisonner. Quelle ne va pas être la réaction de Louis IX? Alors je relate dans le livre les échanges qu'ils ont eus tous les deux, je ne vais pas vous les donner maintenant, mais Louis IX lui fait comprendre en gros, et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Et la réaction de Louis IX, elle est juste incroyable, d'autorité, tellement bien dit, justement dit, tellement autoritaire, que Frédéric II les libère, se calme. Et pendant ce concile, évidemment, on va parler de cet empereur très vindicatif contre la papauté. Et ensuite, on arrive au concile de Lyon. C'est vraiment ce qui va occuper la décennie 1240, c'est cet empereur et le pape. Et ça va vraiment agacer Louis IX, qui lui avait d'autres préoccupations, à savoir de partir en croisade. Il aurait bien aimé que l'empereur soit des leurs. Et donc en 1245, un concile va être organisé, ce coup-ci pas à Rome, mais à Lyon. Pourquoi à Lyon? Parce que le pape, extrêmement apeuré de la puissance militaire de l'empereur, décide d'aller à Lyon, qui est vraiment la frontière entre l'Empire et la France. Donc au cas où, il n'est pas loin, il sait qu'il y a Louis IX qui peut l'aider. Et donc pendant ce concile vont être discutés bien évidemment du cas de Frédéric II et de la croisade à venir. Et Louis IX va n'avoir de cesse d'essayer de tempérer un peu le pape qui est borné sur... il ne veut pas lever l'excommunication. Et pour Louis IX, donc il lui pose la question, il lui dit « Mais s'il part avec moi en croisade pour expier ses péchés, est-ce que vous pouvez lever l'excommunication ?» Un coup, il aide Frédéric II, un coup, il aide le pape. Il est là vraiment en tant que pacificateur du monde chrétien. Sans lui, qui sait ce qui se serait passé entre ces deux puissances. Et finalement, le pape, qui n'est plus Grégoire IX, mais 1904, qui tient le même discours que Grégoire IX, ils sont inflexibles sur le cas de Frédéric II, il sera excommunié. Et le pape va rester quasiment 8 ans à Lyon, tellement il avait cette crainte de l'empereur Frédéric II, d'autant plus que le roi de France s'apprêtait à partir en croisade. Et cette histoire la fin de cette histoire va avoir lieu en 1250, simplement quand l'empereur va mourir. Donc on peut au moins reconnaître à Louis IX cette volonté de s'interposer entre ces deux qui voulaient s'affronter, surtout Frédéric II d'ailleurs. Donc il a été vraiment le pacificateur du monde chrétien. Quand il rentre du Poitou, après la bataille de Taillebourg, il va tomber malade, Louis IX. Il va tomber malade en 1242 d'une maladie qui est très répandue, c'est la dysenterie, qui est une maladie qu'on attrape à cause d'une eau souillée. Mais il va s'en remettre relativement rapidement. Mais en 1244, il va retomber malade, et là très très grièvement, au point même où ses proches le considèrent comme mort. Son entourage appose un voile blanc sur son corps. Blanche de Castille va chercher les saintes reliques et les pose sur son corps pour espérer sa guérison.
Et il va se réveiller subitement en 1244 et il va demander à prendre la croix et de partir en croisade. Sauf que Blanche de Castille n'aimerait pas trop voir son fils partir pour une raison simple, c'est qu'elle commence à prendre de l'âge et qu'elle se dit « s'il part, je ne le reverrai jamais ». Elle aura raison. Et sauf que Louis IX, un autre acte d'émancipation après son mariage, insiste, et il veut partir en croisade. Et donc, on lui dit à Louis IX au début, mais en fait, tu n'avais pas toute ta tête, tu sors juste de cette maladie, tu as pris cette décision de façon un peu hâtive, peut-être pourrais-tu réviser ta copie. Et il dit oui, effectivement, très malin, très malicieux. Oui, effectivement, je pense que j'étais un petit peu affaibli pour prendre cette décision. Et quelques heures plus tard, il se dit, mais quand il se sent beaucoup mieux, il redit à son entourage, là, je suis en pleine santé, mon esprit est tout retrouvé, je veux prendre la croix et je veux partir en croisade. Parce que quand on faisait le vœu de croisade à l'époque, ce n'était pas une parole en l'air. Si on voulait ne plus partir en croisade, il fallait l'accord du pape. Donc c'était quelque chose de très sérieux quand on faisait le vœu de partir en croisade. Et à partir de là, en 1248, sa Sainte Chapelle est consacrée, il va préparer cette croisade. Il va construire un port, puisque depuis avant 1248, quand les rois chrétiens partaient en croisade, ils ne partaient pas de France, ils n'avaient pas de port. Et donc il va construire Aigues-Mortes, Aigues-Mortes qui était un marécage, personne n'y habitait, et il va faire construire ce port exprès pour partir en croisade depuis son royaume de France. Le 12 juin 1248, il va prendre l'oriflamme à Saint-Denis, le bâton de pèlerin, et va commencer un long voyage qui va passer par Aigues-Mortes pour aller jusqu'en Terre Sainte. Il va s'arrêter à Corbeil, où réside sa mère, Blanche de Castille, où il lui fait un dernier adieu, au revoir, mais bon, on saura par la suite que ce sera un adieu. Et il va passer par Lyon, où là, comme le pape y réside encore, il va une dernière fois essayer de convaincre le pape d'être un peu plus charitable, ce sont les termes qu'il emploie, à l'égard de Frédéric II, en vain. Et puis il se rend à Aigues-Mortes, où l'armée déjà est présente, prête à partir. Il va y avoir, donc le départ a lieu le 25 août 1248, d'Aigues-Mortes, et là ils vont faire une escale à Chypre. Ils vont rester tout l'hiver à Chypre, parce que prendre la mer pendant l'hiver, c'est très dangereux. Et ils vont arriver à Damiette en 1249. Alors j'aimerais vous lire ce que va dire Louis IX à ses chevaliers juste avant de poser un pied sur la terre d'Égypte. C'est pas aujourd'hui qu'on entendrait ce genre de choses. Mes fidèles amis, nous sommes invincibles si nous sommes inséparables dans notre charité. Ce n'est pas sans une permission divine que nous nous sommes transportés ici pour aborder dans un pays aussi puissamment occupé. Je ne suis point la France, je ne suis point la Sainte Église. C'est vous qui êtes l'une et l'autre. Je ne suis qu'un homme dont la vie s'éteindra comme celle d'un autre quand Dieu voudra. Tout est pour nous quelque chose qui nous arrive. Si nous sommes vaincus, nous sommes martyrs. Si nous triomphons, la gloire du Seigneur en sera célébrée. Celle de la France et même de la chrétienté en sera augmentée. Certes, il serait insensé de croire que Dieu m'a suscité en vain, lui qui prévoit tout. C'est ici sa cause. Nous vaincrons par le Christ et il triomphera en nous. Il donnera la gloire, l'honneur et la bénédiction, non pas à nous, mais à son nom. Quand on est chevalier, qu'on voit les côtes égyptiennes et que vous avez le roi de France qui tient ce discours, ça doit motiver. Et donc les premiers jours arrivés à Damiette se passent plutôt bien d'ailleurs. Ce sera la seule chose qui se passera bien, puisqu'il y a simplement quelques chevaliers sarrasins qui s'étaient préparés, certains
diront que Frédéric II a prévenu le sultan, puisqu'ils étaient en très bons termes. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. En tout cas, ils étaient attendus, les croisés, sur cette terre d'Égypte. Mais face à la supériorité numérique et militaire des croisés, finalement, les quelques Sarrasins vont très vite d'étaler et laisser Damiette totalement libéré. C'est la première victoire relativement facile de Louis IX quand il arrive à Damiette. Tous les anciens prisonniers des précédentes croisades sont libérés, les prisonniers chrétiens. Donc toute la ville de Damiette est vidée. Et ils vont transformer la mosquée en église cathédrale. Et ils vont s'installer quelque temps à Damiette. Ils vont subir, puisqu'ils vont rester un certain nombre de mois à Damiette, des escarmouches sarrasines, bien évidemment, c'est le jeu de la guerre, qui vont les provoquer continuellement. Et Louis IX défendra à ses chevaliers de répondre aux provocations et demandera aussi à ses chevaliers de ne pas toucher aux femmes et aux enfants. Ça aussi, c'est des considérations qu'on ne connaît plus. Et à partir de là, va se poser la question pour Louis IX de la suite des événements, puisque Damiette s'est offerte relativement facilement. Quelle sera la suite? Alexandrie, le Caire. La question se pose et il réunit son conseil, ils décident ensemble, même si Louis IX tranche, qu'ils vont aller vers le Caire. Et donc, comme la crue du Nil est relativement praticable, ils vont attendre quelques mois, et ensuite Louis IX va demander à une avant-garde de prendre les devants, comme son nom l'indique. Et cette avant-garde, 300 chevaliers à peu près, dont le frère du roi, Robert d'Artois, vont avancer. Et ils vont arriver au niveau de la Mansoura, qui est une ville fortifiée, qui a été fortifiée lors des croisades précédentes. Et Robert d'Artois, ce n'est pas Louis IX. Tous les frères de Louis IX avaient une personnalité, un tempérament vraiment différent. Robert d'Artois, c'est le chevalier, c'est le pro-chevalier qui ne prend plaisir qu'à se battre. Louis IX, c'est le pieux, et Charles d'Anjou, c'est le politique, le conquérant. Et aussi Alphonse de Poitiers a une personnalité assez proche de son frère. Et donc Robert d'Artois décide tout seul de partir à s'affronter contre quelques Sarrasins qui sont là, comme ça. Sauf qu'il réussit à en venir à bout, sauf que les autres chevaliers se disent on ne peut pas le laisser seul. D'autres troupes sarrasines arrivent comme ça en masse, ils les affrontent vaillamment. Et donc ils partent, ces 300 chevaliers, et le problème c'est qu'ils tombent dans un piège. Et ils vont rentrer dans la forteresse de Mansoura, sauf que la ville va se refermer. Et là, les flèches arrivent de partout, du haut, du bas. Les 300 chevaliers, quasiment les 300, il y en a quelques-uns qui vont s'en sortir, mais l'essentiel des chevaliers vont mourir pendant cette bataille dans Mansoura, dont le frère du roi, Robert d'Artois, qui va y laisser sa vie. Et donc l'arrière-garde, bien évidemment, très rapidement apprend la mort du frère du roi. Et là, Louis IX aura évidemment effondré de la mort de son frère, bien évidemment. Mais il dira simplement, puisque c'était ce que voulait le bon Dieu, ainsi soit-il. Voilà, bon. On n'a plus l'habitude d'entendre ça, et ça, c'est ce qui m'avait fasciné, cette relation à la mort physique. Et à partir de là, vont commencer un certain nombre de batailles, puisque l'arrière-garde qui arrive, les Sarrasins qui ont commencé à reprendre du poil de la bête, commencent à s'affronter, et les croisés découvrent une arme qu'ils ne connaissaient pas, c'était le feu grégeois. Le feu grégeois, c'est une espèce de boule de feu qui arrive comme ça et qui détruisait les bateaux, et c'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, qui les effrayait un peu. Toujours est-il que l'arrière-garde, avec le roi, face aux assauts sarrasines, ont décidé de se replier un petit peu en retournant vers Damiette. Sauf qu'en retournant sur leurs pas, il y avait aussi des Sarrasins qui étaient là pour les arrêter. Et en 1250, le roi est capturé. Alors j'aimerais juste vous raconter un fait qui est de chevalerie qui est incroyable. Le roi s'arrête dans une maison pour se reposer puisqu'il est atteint encore une fois de dysenterie. Je vous laisse imaginer que le fleuve est jonché de morts, donc l'eau n'est pas du tout buvable, donc la dysenterie arrive très vite. Et le roi est touché. Donc il s'arrête dans cette maison, il se repose, et là il y a Gauthier de Châtillon
qui est le connétable de France, qui est un peu le chef des armées aujourd'hui, quelqu'un de très important. Et il se met devant la porte de cette maison, seul, avec son épée. Et là, il attend tous les Sarrasins, un par un. Jusqu'au moment où, évidemment, il reçoit une flopée de flèches et c'en est terminé. Mais jusqu'au bout, jusqu'à la mort, il va défendre son roi, seul, à l'épée, devant la porte. Incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Et donc, à partir de 1250, il est fait prisonnier et il est ramené à la Mansoura par le sultan. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Louis IX est arrivé à Damiette, le sultan, très peu de temps après, est mort. Et son fils, le successeur, était très très loin, en Mésopotamie, qui est l'Irak actuel à peu près. Il n'était pas du tout en terre d'Égypte. Donc pendant quelque temps, le pouvoir musulman était vacant. La femme du sultan a caché, tant bien que mal, le plus longtemps possible la mort du sultan, parce qu'on ne sait jamais. Et donc, quand le roi est capturé, c'est le fils qui, entre-temps, est arrivé, qui, lui, récupère la victoire sans avoir trop combattu. Sauf qu'il va se passer quelque chose, c'est que ceux qui se sont battus, ce sont les Mamelouks. Les Mamelouks, ce sont des anciens esclaves affranchis par le sultan, qui étaient la garde du sultan, qui étaient vraiment les chevaliers du sultan. Donc c'est eux qui ont fait tout le boulot. Et donc quand ce fils est arrivé, il a organisé un grand banquet pour fêter cette capture juste incroyable, sauf que les Mamelouks, ils se sont dit... Et nous, on pourrait peut-être bénéficier un petit peu des fruits de ce qu'on a fait, parce que le sultan, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a attribué des terres et des biens aux siens. Les Mamelouks, rien. Et ce qui va se passer, c'est que les Mamelouks, pendant ce banquet, vont tuer ce sultan. Et donc, il y a une cavalcade du sultan, les Mamelouks vont courir après, ils vont finir par l'égorger dans le fleuve. Et donc les Mamelouks, une fois leur acte accompli, vont se présenter devant Saint-Louis, dans Louis IX, qui était emprisonné, et ils vont lui dire « J'ai tué celui qui t'a fait prisonnier, fais-moi chevalier ». Et la réponse incroyable de Louis IX qui lui dit « Fais-toi chrétien et je te ferai chevalier ». Et donc là, il y a une peur panique dans le camp croisé, parce qu'avec ce sultan, il y a eu un accord qui a été conclu entre le sultan et le roi. Un accord, c'est de libérer le roi contre la ville de Damiette et libérer tous les croisés, ces chevaliers, contre une grosse somme d'argent. Mais maintenant que ce sultan est mort, qu'en est-il de l'accord? Alors, Marguerite de Provence, elle, était venue en croisade avec son mari et était restée à Damiette, paniquée à l'idée que son mari était fait prisonnier. Et elle avait un chevalier de 80 ans à son chevet, parce qu'elle faisait des cauchemars tous les jours en se disant « les Sarrasins vont entrer dans ma chambre et vont me tuer ». Et donc c'est pour ça qu'elle avait demandé à ce qu'un chevalier soit à son chevet. Et elle a dit à ce chevalier « si jamais les Sarrasins entrent dans cette chambre, tuez-moi avant ». Et ce chevalier lui dira « vous inquiétez pas, c'est bien ce que j'avais prévu de faire ». C'est un film en fait, toutes les phrases sont... tout le dialogue est fait. Et donc finalement, donc je disais, les croisés ont paniqué à l'idée, parce que du coup, ce que demandaient les musulmans, c'était d'apostasier leur foi, sinon ils passaient au fil de l'épée. Certains, bien évidemment, ont apostasié, d'autres non. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il en est de cet accord entre le sultan? La Providence aura permis que cet accord soit respecté par le Mamelouk, Baïbar, le redoutable Baïbar qui va prendre la succession de la dynastie pendant 30-40 ans. Et donc, à partir de ce moment-là, le roi est libéré le 6 mai 1250. Alors, il y a une petite anecdote, c'est qu'un chevalier du roi, Philippe de Nemours, qui a averti le roi au moment de la restitution de la rançon, qui a dit au roi, on n'a pas tout mis, on s'est gardé 10 000 euros, enfin 10 000 besants d'or, et on n'a pas tout mis. Indignation de Louis IX, ce sont peut-être nos ennemis musulmans, mais je me suis engagé à restituer cette somme-là, et vous allez remettre cette somme que vous avez gardée de par vous.
Voilà un peu la personnalité du roi. Et donc, ce que j'ai oublié aussi de dire, c'est pendant sa captivité, il y avait une relation relativement cordiale entre le sultan et le roi, Louis IX. Ils se respectaient en tant qu'hommes et en tant que croyants. Et Louis IX a eu le temps de lire un peu le Coran. Parce que le sultan lui a laissé son chapelain et lui a laissé son cuisinier, donc il était relativement bien traité, on lui a offert des vêtements. C'était une captivité relativement pas trop difficile. Et ils ont énormément discuté pendant cette captivité. Et là, je vous laisserai lire dans le livre l'échange entre le roi et le sultan, parce qu'ils ont peut-être eu des rapports cordiaux humainement, mais sur le Coran, il sera très 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 dur. Mais le sultan ne réagit pas hostilement. Et le sultan est même plutôt époustouflé par Louis IX. Il dira à ses coreligionnaires musulmans, qui eux n'ont qu'une envie, c'est de tuer Louis IX, c'est de l'exécuter. Et ce sultan dira, « Amis, sachez que de tous les chrétiens, celui-là est le plus noble. Je n'ai pas osé faire mourir par le poison une si digne personne. » Donc, face à l'autorité morale de Louis IX, qu'il n'a absolument pas peur de la mort. C'est ça qui impressionne le sultan, c'est qu'il s'en moque de sa mort physique. Lui, il a passé le temps de sa captivité à vouloir convertir le sultan. Et ça l'a subjugué, le sultan. Il dira, « Nous te regardions comme notre captif et notre esclave, et tu nous traites dans les fers comme si nous étions tes prisonniers. » Donc il a totalement inversé la situation qui a totalement déstabilisé le sultan. Et ça, c'était Louis IX. Et donc, à partir de ce moment-là, dès lors qu'il est libéré, va se poser la question de rentrer ou de ne pas rentrer, ou de continuer de poursuivre la croisade. Il va solliciter son conseil, et donc ils vont chacun donner leur avis, et Louis IX va trancher pour rester, pour aller jusqu'en Terre Sainte. Certains d'entre eux vont rentrer en France, parce que en 1252, la mère de Louis IX, Blanche de Castille, meurt, et donc du coup, plus personne n'est là pour gouverner le royaume de France. Sauf que Louis IX va l'apprendre un an après, en 1253. Bien évidemment, le temps de communication est plutôt long. Et donc, il va passer les 4 prochaines années en Terre Sainte. Il va faire un pèlerinage à Nazareth. Il ne va pas aller à Jérusalem, parce que ses barons, ses conseillers lui ont fait comprendre que, et même Louis IX le disait, qu'il ne voulait pas entrer sur cette Terre Sainte sans avoir libéré la Terre Sainte. Donc, s'il y allait, c'était en tant que libérateur. Donc, tant que ce n'était pas le cas, il ne voulait pas y aller. Et donc, il va passer les 4 ans, je ne vais pas insister, plutôt avancer. Et en 1254, il va rentrer en France. En septembre 1244, il sera à Paris. Et donc, quand il rentre de sa croisade, il est métamorphosé, transformé, parce qu'il a échoué. Et ça va le poursuivre longtemps. Pour lui, il est responsable de cet échec. Et quand il rentre, il va passer quelques semaines dans le sud de son royaume. Il va arriver par Marseille. Et à partir de là, il va avoir l'écho d'un prédicateur qui est Hugues de Digne, qui prêche pas loin de Marseille et qui, à chaque fois qu'il prêche, il y a énormément de personnes qui l'écoutent, il a un grand succès. Et donc Louis IX lui demande à pouvoir écouter ce prédicateur. Et ce prédicateur lui fait comprendre, alors la citation est dans le livre aussi, mais en substance, ce qu'il lui fait comprendre, c'est qu'il doit rendre bonne justice à ses sujets s'il veut gagner le ciel. Donc ça le travaille un petit peu. Et ensuite, il va rencontrer l'abbé de Cluny, qui vient le voir parce que Louis IX lui a demandé 2 chevaux. Donc l'abbé de Cluny vient le voir et lui dit effectivement, pas de problème, demain je vous apporterai ces 2 chevaux. Et par contre, est-ce que je pourrais m'entretenir avec vous demain? Oui, bien sûr. Et là, il y a Jean de Joinville qui est avec le roi et qui lui dit « Mais est-ce que vous avez accepté d'entretenir avec cet abbé parce qu'il vous a offert les chevaux ou parce que vous vouliez vraiment vous entretenir avec lui ?» Et là, va continuer à travailler dans son esprit cette idée de corruption, même si là, ce n'était pas le cas.
mais ça va le travailler, cette justice. Et il va voyager dans le sud du royaume, il va aller à Rocamadour, et en pèlerinage, et il va avoir écho de ces baillis, de ces sénéchaux, qui étaient des officiers royaux, l'équivalent des préfets aujourd'hui. Ils devaient rendre la justice au nom du roi, ils devaient collecter l'impôt au nom du roi. Et là, il aura écho de certaines injustices que son peuple lui remonte, que ses baillis lui remontent. Alors il y a ce prédicateur qui lui parle de justice, il y a cet abbé, ça le travaille. Et donc il va vouloir rendre la justice pour réparer cet échec de la croisade. Il va vouloir transformer, métamorphoser son royaume pour expier ce péché d'avoir échoué pendant la croisade. À la fin de l'année 1254, il va édicter plusieurs ordonnances. Alors ce sont des textes qui réglementent le royaume. Et donc dans ces ordonnances, il y en aura plusieurs, en 1254, 1256, 59, il y en aura plusieurs, il va réformer tous ses officiers royaux, dans un premier temps. C'est-à-dire qu'il va interdire à ses officiers royaux de recevoir ce qu'on n'appelle pas encore des pots de vin, en échange d'une bonne justice. Parce que, comme je vous le disais, il a eu des échos. Donc désormais, ça se sera interdit. Et un certain nombre de choses qui seront interdites. Les tavernes pour ces officiers seront interdites, l'ivrognerie sera interdite. Et en 1256, ce ne sera plus que pour ces officiers, mais pour tout le royaume. Il tentera en vain d'abroger la prostitution. Il réussira simplement à la mettre en dehors de la cité. Il ne voulait pas qu'elle soit auprès des églises et des cimetières. Il va interdire les jeux d'argent. Encore une fois, pour lui, ce sont des activités qui desservent les plus pauvres, toujours. Je pense que c'est un peu le cas aujourd'hui encore. Et il va interdire un certain nombre de choses comme ça pour rendre cette justice. Et il va poursuivre quelque chose qu'il avait commencé en 1247 et qu'il avait simplement commencé. Et là, ça va prendre une autre dimension. Ce sont les enquêtes de réparation à partir de 1254. Qu'est-ce que c'est que ces enquêtes de réparation? Ce sont des prélats, des dominicains, des franciscains, des frères prêcheurs essentiellement, quelques laïcs, mais essentiellement des frères prêcheurs, qui vont parcourir le royaume pour aller déceler les injustices commises par ses officiers, commises par le roi dans le passé. Mais Louis IX va aller plus loin, puisqu'il va essayer de régler les fautes commises par ses prédécesseurs. Et donc, il va y avoir ces enquêtes. On va enquêter, on va écouter les plaignants. Quelle mauvaise justice avez-vous eue? Enfin, toutes ces enquêtes, aujourd'hui, sont répertoriées. Et c'est ce qu'a voulu Louis IX et qui a duré plusieurs années, de vouloir réparer les fautes commises, toujours dans cet esprit de rendre cette justice. Et il va métamorphoser la justice aussi de son royaume, une justice qu'on connaît encore aujourd'hui. La justice moderne que nous avons aujourd'hui, on la doit à Louis IX. Car il disait, par exemple, avant de mettre en place le Parlement de Paris, en 1254, que nul ne soit privé de son droit sans faute reconnue et sans procès. Et donc cette volonté de vouloir juger quelqu'un, de devoir condamner quelqu'un uniquement à la suite d'un procès avec des preuves, des faits, nous vient de Louis IX. La présomption d'innocence nous vient de Louis IX. Faire appel à une juridiction de second degré nous vient de Louis IX. C'était d'autant plus vrai qu'à l'ancien Parlement de Paris, qui est juste à côté de la Sainte-Chapelle, qui ne l'est plus maintenant, il y a un buste immense de Louis IX, et les gens, avant de rentrer dans la salle d'audience, baisaient les pieds du roi en espérant bonne justice. Et donc toute cette justice, on lui doit à Louis IX. Ensuite, j'ai envie de vous parler, évidemment, en tant que roi métamorphosé, de la transformation du royaume dans les institutions. C'est-à-dire que Louis IX ne construit pas des châteaux pour sa gloire et son honneur personnel, comme certains ont pu le faire par la suite, mais Louis IX essaime le royaume d'institutions religieuses, d'hôtels-dieux, d'hospices pour les plus défavorisés, pour les plus pauvres, sur ses propres deniers. Il va défricher des forêts pour y faire construire des hospices et des hôtels-dieux pour les plus pauvres. Il va aider son ami Robert de Sorbon, qui donnera la Sorbonne par la suite, à
à faire construire des écoles, des collèges, le collège de la Sorbonne pour les enfants pauvres. Donc là, j'aimerais aussi vous parler de sa métamorphose personnelle. C'est-à-dire qu'avant, c'était un roi tout à fait normal dans sa tenue, mais à partir du retour de sa croisade, il va ne plus vouloir toutes ces tenues d'apparat, toutes ces tenues fastueuses, au grand regret de sa femme qu'il déplorait. Et il aura cette réplique à une femme qu'il côtoie à la cour, qui, selon lui, est trop bien vêtue. Je le trouve tellement bien dit que j'avais envie de vous le dire. Donc il dit à cette femme qu'il croise, « J'aime mieux... » Non, c'est pas ça que je voulais dire. « Madame, pardon. Madame, je voudrais vous rappeler une chose utile pour votre salut. On dit que vous étiez autrefois une belle dame, mais ce temps-là est révolu, comme vous le savez. Vous pouvez donc comprendre que cette beauté-là est vaine et inutile, qui passe vite, comme une fleur se fane immédiatement et ne dure pas. Et vous ne pourrez jamais restaurer cette beauté, quels que soient les traitements et les soins que vous employez. Il vous convient donc d'acquérir cette autre beauté, celle de l'âme, et non pas celle du corps, par laquelle vous pourrez plaire à notre Créateur et compenser pour votre négligence à cet égard dans le passé. Je ne sais pas quelle a été sa réaction. Et donc, en roi pénitent et charitable, on lui reprochait cette attitude. On disait, c'est pas l'attitude d'un roi. Un roi, c'est pas non plus systématiquement le faste, mais quand même. On lui disait, mais vous êtes plus un moine qu'un roi. Parce qu'il avait quand même 2 confesseurs. Un de jour et un de nuit. Il assistait à des heures et des heures d'office par jour. Et là, il répondait à ceux qui lui reprochaient ceci, « J'aime mieux que l'excès des grandes dépenses que je fais soit fait en aumône pour l'amour de Dieu qu'en faste et en vaine gloire de ce monde. » C'est pour ça que j'ai voulu dans ce livre ajouter un maximum de citations, c'est qu'il n'y a aucune phrase qui ne sert à rien. Quand Louis IX s'exprime, c'est presque une leçon systématiquement. Donc la fin de la décennie 1250, il va continuer son projet de paix. Et là, il va... c'est plutôt le roi d'Angleterre qui va initier cette paix. Le roi d'Angleterre, c'est le beau-frère de Louis IX. Les 2 reines sont sœurs. Et donc, lui, il veut protéger la famille. À Noël 1254, quand il rentre de croisade, le roi d'Angleterre lui demande l'autorisation de passer sur ses terres, puisqu'il veut aller, le roi d'Angleterre, à Fontevraud, l'abbaye de Fontevraud, voir ses ancêtres. Le roi lui accorde, bien évidemment. Et ils passent la Noël 1254 ensemble. Ce sont des anciens ennemis, hein, vous vous souvenez. Ça fait quand même depuis Aliénor d'Aquitaine, depuis le XIIe siècle, qu'ils s'affrontent. Et à partir de là, va commencer un rapprochement entre les 2 souverains. Et le 4 décembre 1259, le traité de Paris va sceller officiellement une véritable paix entre le roi d'Angleterre, Henri III, et Louis IX. Mais les barons anglais, il faut que je vous en parle un tout petit peu, très brièvement, sont exactement comme les barons français. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement hostiles contre le roi d'Angleterre. Et Louis IX, le pacificateur de ce monde, les barons anglais et le roi d'Angleterre, en gros, ce que les barons reprochent au roi, c'est depuis Bouvines, parce que depuis qu'il a perdu le roi d'Angleterre, les barons l'ont très très mal vécu. Donc ce que veulent faire les barons, c'est récupérer un maximum de pouvoir et gouverner avec le roi d'Angleterre. Ce qui est pour Henri III totalement intolérable, et pour le pape d'ailleurs, qui va se mettre du côté du roi d'Angleterre. Et donc c'est une guerre à mort entre les barons et le roi. Et les barons et le roi d'Angleterre vont demander à Louis IX d'intervenir et de donner sa sentence, sa décision sur ce dilemme, sur cette opposition violente. Et ils vont se réunir dans le nord du royaume. Louis IX va demander aux barons et au roi d'Angleterre de préparer leurs arguments. Et la mise d'Amiens, qui a lieu en 1263, Louis IX va trancher pour le roi d'Angleterre avec le soutien du pape. Les barons, vous n'avez pas le droit de demander autant de pouvoir. La loi
le roi d'Angleterre est dans son droit. Les barons vont refuser dans un premier temps la décision de Louis IX, alors que c'est eux qui ont demandé l'intervention de Louis IX. Tout ça va terminer tant bien que mal par des barons qui se soumettent eux aussi en 1264. En janvier 1260, Louis IX va perdre son fils, Louis. Louis qui était prédestiné à régner à la suite de son père. On dit que Louis avait des prédispositions identiques à celles de son père, dans la piété, dans la tempérance. Sauf que ça va être un drame évidemment pour lui, puisque en 1260, ce sera son autre fils, Philippe, qui va prendre la succession, qui lui a une personnalité beaucoup plus influençable. Donc il va devoir être peut-être formé de façon un peu plus intense. La décennie 1260, Louis IX va passer toute cette décennie, depuis qu'il est rentré de croisade, il n'a qu'une obsession, c'est de repartir en Terre Sainte. Et donc dans la décennie 1260, il va avertir le pape de son souhait de partir. Sauf que les barons, même le pape, un peu plus timide, les barons n'ont plus cette motivation à partir en Terre Sainte. Ils sont tellement bien dans leur fief, ils veulent rester en France et jouir des plaisirs de ce temps. Mais Louis IX, quand même très très motivé à partir, le pape lui donne son accord. Et pour remotiver ses troupes, il va profiter de l'adoubement de son fils, Philippe, le futur Philippe III le Hardi, en 1268. Et pendant cette cérémonie d'adoubement, qui est une cérémonie fastueuse, importante, où tous les jeunes chevaliers, les jeunes nobles sont faits chevaliers, dont son fils Philippe III. Et donc il a profité de cet événement pour avertir les barons, on va partir. Il va réussir malgré tout à motiver ses barons à partir pour l'ultime croisade. Jean de Joinville, son ami, ne partira pas. Quelques années après la mort du roi, et il s'en voudra un petit peu de ne pas être parti aider son ami Louis IX. Mais pendant cette décennie, son frère Charles d'Anjou, comme je vous le disais, qui a une personnalité de conquérant, de politique, et il était devenu roi de Sicile. Et du coup, Louis IX comptait sur ce frère et ses troupes, et le fait qu'il puisse faire escale en Sicile pour l'aider militairement. Sauf que Charles d'Anjou avait d'autres projets pendant cette décennie. Lui, il était là pour aider l'empereur latin de Constantinople, donc son cousin aussi, qui était aux prises toujours avec ces Grecs et qui morcelait petit à petit l'empire latin de Constantinople. Et donc, il était très très peu investi personnellement, militairement, politiquement dans cette croisade. Mais en 1269, il y a aussi 2 ambassadeurs de l'émir de Tunis qui viennent en France. Pour avertir Louis IX que l'émir de Tunis aimerait se convertir. C'est une nouvelle extrêmement importante pour Louis IX. Il se dit, là c'est vraiment le moment d'y aller, si je convertis l'émir de Tunis, la face du monde était totalement différente. Et il dira à ces 2 ambassadeurs, « Dites de ma part à votre seigneur le sultan de Tunis que je désire si ardemment le salut de son âme que je voudrais passer le reste de ma vie dans une prison sarrasine sans même voir la lumière du jour, pourvu que votre roi reçût, avec son peuple et en toute sincérité, le baptême. » Voilà, c'est-à-dire que Louis IX, quand il part en croisade, c'est pas pour sa gloire personnelle accumuler des richesses, des terres. Il part en croisade pour convertir, pour sauver ses frères chrétiens aux prises avec les musulmans. Quand il crée des institutions, ce ne sont pas des châteaux pour sa gloire, comme je le disais, mais ce sont des hospices pour les plus pauvres, etc. C'était la fonction d'un roi. Lui, il l'a fait de façon incroyable. Il n'y a pas une minute de sa vie qui ne soit pas fait au nom de Dieu. Et donc, ils vont partir en juillet 1270, le 1er juillet. Ils vont embarquer à Aigues-Mortes, de nouveau. Ils vont faire une escale en Sardaigne et pas en Sicile. Ça étonnera beaucoup de personnes. Pourquoi pas en Sicile? Son frère est le roi de Sicile. Il y a un peu de dissension entre les deux frangins. Et ils vont accoster à Tunis. Et là, ça va être très rapide. Ils vont arriver le 17 juillet 1270.
Il y a quelques Sarrasins qui vont les attendre, mais finalement la bataille qui a lieu le 24 juillet 1270, la bataille de Carthage, va être relativement rapide. Et début août, son fils, Jean Tristan, meurt de dysenterie. Alors Jean Tristan, il faut quand même en parler, parce qu'il est quand même né pendant la première croisade, et il est mort pendant la deuxième. Et donc la dysenterie va encore se mêler dans les troupes royales. Donc Jean Tristan meurt de dysenterie, le roi est pris de dysenterie, Philippe, le futur roi de France, est pris aussi de dysenterie, et ils attendent toujours Charles d'Anjou. Ils ne veulent pas continuer la croisade. Charles d'Anjou est un puissant chevalier, roi de Sicile. Il veut continuer avec ce frère. Sauf que le 25 août 1270, le roi va succomber. Et c'est ce jour-là, le jour de la mort du roi, que Charles d'Anjou arrive. Et quand il va arriver dans le camp croisé, ce sera pour veiller son frère. Et juste avant de mourir, Louis IX dira « Ô Jérusalem, beau sire, Dieu, ayez pitié de ce peuple qui demeure ici, et donnez-lui votre paix, qu'il ne tombe en la main de ses ennemis et qu'il ne soit pas contraint de renier votre saint nom. Père, je remets mon âme entre vos mains. » Ça, ce sont les derniers mots de Louis IX. Et à partir de ce moment-là, c'est un petit peu... les troupes sont un peu décontenancées. Comment faire? Continuer, poursuivre, rentrer. Maintenant que Charles d'Anjou est arrivé, chacun prête allégeance à Philippe le Hardi, qui va devenir roi de France, mais qui n'est pas encore sacré. Mais ils acceptent tous de prêter allégeance au futur roi. Et Philippe le Hardi, qui se rétablit de la dysenterie, va se faire aider par son oncle, Charles d'Anjou. Et tout ça, ça va se terminer après quelques batailles, mais vraiment, tout ça va se terminer en octobre 1270. Un accord va être signé entre l'émir et les croisés, qui va dans le sens de chacun. Et du coup, ils vont rentrer à Paris. Sur le chemin de Paris, il y aura un certain nombre de miracles. Et là va commencer, donc le 21 mai 1271, ils arrivent à Paris. Le 22, les funérailles à Saint-Denis du roi Louis IX. Et à partir de là va commencer le procès en canonisation qui va durer 27 ans. Alors pourquoi ça va durer 27 ans? Tout simplement parce qu'il va y avoir presque 10 papes qui vont se succéder, parce qu'ils meurent les uns après les autres. Ça va prendre un nouvel élan avec Martin IV, qui est le légat du pape pendant la croisade, donc il connaît très bien Louis IX. Donc ça a permis d'accélérer le procès en canonisation, tout ça pour qu'au mois d'août 1297, Boniface VIII, le nouveau pape, fait de Louis IX Saint Louis de France. Il est canonisé. Louis IX devient Saint Louis. Je vous remercie.